Bien, bonjour, moi je m'appelle Boris Vassio, je suis directeur de l'Alimentarium, musée de l'alimentation à Vevey. Je suis directeur ici depuis 2 ans et avant ça j'étais directeur du musée d'ethnographie de la ville de Genève, le MEG, que j'ai eu l'occasion de diriger depuis 2009 jusqu'à 2022, et ce qui inclut la rénovation, l'agrandissement du MEG en 2014, mais en même temps la refondation de l'institution. Avant de venir à Genève, j'étais conservateur au Musée royal de l'Afrique centrale, à Tervuren. Tervuren, c'est le nom du village. Et le Musée royal de l'Afrique centrale, c'est un immense musée. C'est le plus grand musée dédié à l'Afrique et qui combine, si vous voulez, un muséum d'histoire naturelle de l'Afrique, un jardin botanique de l'Afrique, un musée d'ethnographie de l'Afrique, un musée d'histoire de l'Afrique. Donc, grande institution fondée par Léopold II à la fin du 19e siècle et qui a ouvert ses portes dans un bâtiment néoclassique à la française en 1910 et qui a récemment fait l'objet d'une grande rénovation en 2018. Ouais, c'est une grande question, celle que vous posez là. Alors, moi j'aime à rappeler que la question de la restitution des œuvres n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui prend une tournure nouvelle avec un contexte politique et social qui est nouveau, si on veut, mais ce sont des questions qui sont déjà anciennes. Ce qui est peut-être nouveau, ce qui est certainement nouveau, c'est que la question des restitutions, c'est aujourd'hui et depuis une quinzaine d'années, essentiellement développé autour des questions non européennes dans les musées européens. Ça, c'est nouveau. Le musée d'ethnographie de la ville de Genève, au moment où j'y étais, n'a pas reçu de demande de restitution. Néanmoins, nous avons travaillé à des restitutions, nous avons organisé des restitutions, nous avons collaboré à des restitutions. Alors, il y avait notamment un cas que j'ai trouvé très intéressant, qui était celui d'un reste humain d'origine maori de Nouvelle-Zélande, un Temokoi ou Tomokoi, je sais pas bien comment il faut le prononcer, qui de fait avait été retourné, il faut bien choisir ces mots, retourné en Nouvelle-Zélande dans le musée qui a précédé le Te Papa Museum, je pense vers 1989. Et un de mes prédécesseurs avait dit, bah, de toute façon, il faut que ces restes humains retournent en Nouvelle-Zélande. Très bien. Mais quand je suis arrivé, j'ai retrouvé la documentation, les fiches, et en fait, la restitution n'avait jamais été opérée. Et donc après, il a fallu presque 3 ans de démarches à travers l'Office fédéral de la culture, les ambassades, etc., pour activement identifier le reste humain et puis faire acter la restitution officielle par la ville de Genève à l'État néo-zélandais. Donc ça, c'était une restitution. Ensuite, ce qui est très important qu'on a pu faire au MEG et que j'avais déjà initié à Tervuren, c'est d'identifier de notre point de vue, qui est subjectif, c'est-à-dire celui des sujets que nous sommes européens avec les compétences qu'on a, des objets qui potentiellement pourraient être demandés en restitution, des objets qui nous semblent des objets sensibles. Ce que j'ai appris depuis, c'est que notre perspective peut être pleine de bonne volonté, mais il faut surtout connaître la perspective des populations concernées, des cultures concernées ou des personnes qui représentent les cultures concernées, qui vont pas nécessairement trouver le même intérêt dans les mêmes objets que nous, ou bien trouver un intérêt certain dans des objets qui nous paraissent anodins. Donc ça, c'était quelque chose d'assez important comme expérience pour moi et qui a culminé juste avant mon départ dans une grande conférence qui s'intitulait d'ailleurs « Décoloniser la recherche de provenance ». Qui en elle-même, cette recherche de provenance avait bien besoin, de mon point de vue, d'un processus de décolonisation. Alors, très concrètement, pour prendre un exemple beaucoup plus concret, une histoire assez rocambolesque qui a mis des années pour se résoudre, c'est celle de momies de culture Chinchorro. Les Chinchorros, c'est une culture précolombienne du Chili, du désert de l'Atacama, la région côtière. Et j'étais à peine arrivé en poste à Genève qu'un individu m'écrit, me propose de me vendre une collection de momies Chinchorros, que je refuse en disant, écoutez monsieur, c'est bien gentil de penser à nous, mais ces objets sont issus du trafic illicite, et il est hors de question de les acquérir.
Bon, il grommelle un peu, puis on n'entend plus parler. Quelques années plus tard, je pense 3 ans plus tard, cette personne réécrit en disant, ben voilà, je décide de vous offrir cette collection de Wang Chinchorro, sur quoi je réponds de la même manière, monsieur, ces objets sont issus du trafic illicite, qu'ils soient donnés ou vendus, ils n'ont pas leur place dans un musée, ils doivent retourner dans le pays d'origine. Puis cette personne a essayé de les refourguer à tous les musées de la place suisse, donc entre collègues on se connaît, donc on se téléphone, il y a aussi cette proposition, tout le monde décline, et finalement le propriétaire dit si c'est comme ça, je mets tout dans les sacs poubelles et puis c'est parti. Et là, il faut bien savoir que dans de nombreux cas de litiges, qu'il s'agisse de restes humains ici ou d'objets, dans bien des cas, et ça je le sais de mon expérience auprès des collectionneurs, si un objet ne vaut pas les problèmes qu'il va vous apporter, donc s'il ne vaut pas, s'il n'a pas la valeur des frais que vous allez encourir en justice, et bien on le fait tout simplement disparaître. Et donc il faut savoir qu'il y a une bonne partie du patrimoine culturel qui peut disparaître ou qui pourrait disparaître à partir du moment où sa destruction est plus économe et aura pour conséquence alors beaucoup moins d'ennuis que si on le conserve. Et dans le cas des momies Chinchorro, finalement, on a fait intervenir l'Office fédéral de la culture, les autorités des pays concernés ne réagissant pas comme c'est souvent le cas si on s'adresse à eux uniquement en tant que directeur de musée. Et grâce à l'entremise de l'Office fédéral de la culture, on a obtenu d'enlever, si vous voulez, ces momies là où elles étaient conservées. Le Chili, en l'occurrence, a dépêché plusieurs archéologues qui sont venus examiner ces momies et qui ont rédigé une recommandation. Et nous n'avons pas été renseignés, en fait, du résultat de ces analyses et des recommandations des archéologues chiliennes. Et donc, nous nous sommes référés aux autorités, nos autorités et aux autorités diplomatiques pour arriver au consensus qu'on allait renvoyer au Chili 1 ou 2 momies et puis que le reste allait être détruit par incinération. Il se fait que l'incinération était impossible pour des raisons techniques, je vous passe les détails, c'est encore une fois rocambolesque, et on a fini par enterrer ces momies au cimetière de Saint-Jean à Genève. Ce qui n'a pas été sans scandaliser une partie de l'opinion publique chilienne au moment où elle était informée de cet enterrement. Et ce n'est que des années plus tard qu'on a su que les archéologues chiliennes, en fait, avaient souhaité qu'on rapatrie tout le patrimoine humain au Chili et que tout le patrimoine humain soit conservé dans le musée de Chinchorro, soit réinhumé dans sa terre natale. Donc voilà, c'est l'histoire la plus complexe de restitution, donc d'objets de restes humains qui n'appartenaient pas au musée, mais que dont le musée a organisé la restitution avec les différentes autorités compétentes. Et puis plus anciennement, donc le gros morceau sur lequel j'avais travaillé avant de venir en Suisse, c'était les collections nationales belges congolaises transférées au Congo entre 1976 et 1982. Donc à l'époque, on ne parlait pas de restitution, mais on parlait d'apport de la Belgique au Congo, donc d'un apport d'objets des collections nationales belges pour les musées nationaux du Congo, du Zaïre à l'époque. Transfert qui est une histoire très compliquée, dont une partie des objets transférés ont été volés et dont j'ai pu retrouver la trace dans diverses collections, j'ai divers marchands ou maisons de vente entre Paris, Bruxelles, l'Allemagne, je ne sais plus dans quelle ville, le Japon, le Canada. Et donc là, dans certains cas, j'ai pu obtenir le retour, non pas au Congo, mais en Belgique, des objets qui avaient été autrefois transférés au Congo. Est-ce que finalement ils y sont retournés? Ça, je ne sais pas. Bien, la question de la provenance des objets dans les musées, c'était la thématique de ma première exposition en tant que commissaire d'exposition en 2000 à Tervuren, donc au Musée royal de l'Afrique centrale. Et les enjeux, ils sont multiples. Si on lit la provenance et la question des restitutions, c'est que d'une part de sensibiliser l'opinion publique au fait que
les objets ont une multiplicité de valeurs. On vit en Europe occidentale, on vit dans une société assez cynique où la valeur d'un objet se résume à sa valeur de marché, à sa valeur d'échange. Et ce que les contestations actuelles et les restitutions et les discussions actuelles rappellent, c'est que les objets ont bien plus de valeur que leur valeur de marché, qui peut être une valeur historique, qui peut être une valeur sentimentale, qui peut être une valeur politique, qui peut être une valeur morale, ou une combinaison de celles-là. Et en fait, beaucoup de choses qui nous entourent, pas seulement dans les musées, ont des valeurs multiples. Donc, pour moi, c'est déjà un bénéfice, c'est d'attirer l'attention sur le fait que ce qui nous paraît un vulgaire objet, alors quand il s'agit d'un objet d'une culture qu'on ne connaît pas, c'est toujours un vulgaire objet, qui peut avoir beaucoup plus de valeur au pluriel qu'on ne l'imagine. Et puis, donc ça aussi, ça peut inciter déjà à plus de respect, plus d'attention. C'est aussi quand même un des aspects qui a fortement contribué à réduire le trafic illicite des biens culturels. Alors, peut-être pas toujours de manière positive, mais aussi parce que les gens comprennent que s'ils achètent, trafiquent ou collectionnent des objets qui sont sensibles et qui sont controversés, ils risquent même de se faire prendre dans cette tourmente. Et donc, ça en diminue l'intérêt. Mais l'intérêt, il est surtout historique. C'est que les objets sont des médiateurs de relations. Et ils l'ont toujours été. Et en tout cas, les objets qu'on trouve dans les musées sont des objets de médiation. Et plus un objet est un objet de médiation, plus il devient important, plus il devient intéressant. Dans la théorie anthropologique de l'art que je suis depuis des années, qui est celle de Alfred Gell, il définit de manière anthropologique l'art comme étant justement une technologie comme une autre, qui est celle de l'enchantement. L'enchantement qui est provoqué par l'enchantement de la technologie qui est mise à l'œuvre pour produire un objet, mais aussi le fait que l'objet va encapsuler, on dit en anglais, encapsulate, l'agentivité, donc la volonté, l'action et les désirs, les souhaits, les volontés de différents acteurs. La personne qui a produit l'objet, la personne qui a utilisé l'objet, la personne qui a commissionné l'objet, commandité, qui l'a fait fabriquer, la personne qui l'a acheté, la personne qui l'a revendu, la personne qui l'a volé. Toutes ces personnes qui interviennent autour de l'objet pour sa création, son utilisation, sa rétention, sa circulation, donnent de la valeur à l'objet. Si vous avez étudié en anthropologie, Malinowski, la Kula, vous voyez que des pièces de coquillage qui servent de monnaie, elles sont toutes les mêmes, mais plus elles font le tour de l'île, plus on sait qu'elles ont fait le tour, plus elles prennent de valeur. Intrinsèquement, le coquillage est le même, mais comme on sait que celui-là, ou ce paquet de coquillages-là, a fait autant de tours et passé par telle main, il prend de la valeur. Comme nous portons des lunettes, comme si vous savez que ce sont les lunettes de Gandhi, elles auront plus de valeur que d'autres lunettes égales. Et donc, tout ça pour dire que chaque fois qu'on regarde ces objets qui sont aujourd'hui questionnés, c'est-à-dire qu'on les fait un peu sortir des vitrines dans lesquelles ils avaient un peu décanté et pris la poussière, eh bien on se rend compte que derrière ces objets, il y a énormément de relations sociales. Il y a énormément de contextes historiques, il y a énormément d'histoires qui sont passées. Et c'est là qu'on découvre vraiment toute la richesse de ces objets, avec évidemment des situations parfois extrêmement difficiles à voir, parfois difficiles à comprendre, parfois des situations plus réjouissantes. Je pense qu'on est ici au Métis Slam pour aller notamment des personnes esclavisées. Et encore une fois, on peut faire un parallèle avec certains objets qui ont été esclavisés exactement comme des personnes. Alors en termes de gestion des collections, une chose qui est extrêmement importante, c'est de comprendre que ces collections sont un bien commun. Et là, il peut arriver qu'il y ait un peu des frictions entre mon approche et celle de personnes dont le travail est plutôt de favoriser la réappropriation par certaines communautés ou certaines personnes de certains objets. Mais pour moi, c'est important de vraiment concevoir les objets dans les collections comme étant quelque chose qui relève du bien commun, que le public en général, qu'il nous soit proche ou qu'il soit dans les pays d'origine de ces objets,
comprennent et considèrent que ce sont leurs objets, que c'est un patrimoine commun. Les conservateurs, les conservatrices, les directeurs et les directrices ne sont que les gardiens de ces objets, ne sont que les employés de la collection. On n'est là que pour servir la collection. Or, dans le monde des musées, mon appréciation, et encore aujourd'hui, a été que beaucoup de gens s'approprient la collection. C'est ma collection, je suis responsable de cette collection, c'est ma collection. Et les gens s'approprient, s'asseyent dessus, pour parler un peu vulgairement, et dérivent un certain pouvoir du contrôle de l'accès ou pas à la collection. Moi, quand j'ai commencé le travail, l'essentiel des collections n'était pas accessible, parce que réservé, entre guillemets, pour telle et telle personne, parce qu'il fallait montrer patte blanche avant de pouvoir entrer. Donc, il y a vraiment encore un gros effort aujourd'hui de libéralisation de l'accès aux collections. Alors, les dépôts, il faut en garantir une gestion professionnelle, donc on peut pas laisser entrer n'importe qui, n'importe comment, et tout faire, mais il faut œuvrer tous les jours pour faciliter l'accès à ces collections et aux données relatives à ces collections, pour tout le public et pas uniquement pour un public privilégié. Donc ça, c'est vraiment très important pour de continuer à développer finalement ce qui est une approche décoloniale dans la gestion des collections. Pour moi, dans un musée de qualité, on ne consomme pas de la culture. On participe de la culture, comme on va pas consommer de la culture quand on va au théâtre, on va participer à quelque chose. Si vous faites des recherches dans les médias, vous trouverez que au MEG, on était parmi les premières voix au niveau institutionnel, donc des musées, des institutions culturelles, à parler de colonisation, de besoin de décolonisation, et de besoin de travailler sur une histoire coloniale de la Suisse. Il y a une phrase cliché: si Genève et la Suisse n'ont pas eu de colonie, eh bien les Suisses se sont engagés dans des démarches coloniales au service d'autres pays. C'est un cliché comme ça que j'ai inventé, je sais plus, en 2010, 2011, qu'on retrouve un peu partout. Quand j'ai pris connaissance des collections du MEG en 2007, 2008, 2009, la première chose qui m'a étonné, c'est que la provenance de ces collections était exactement la même que en Belgique. Interview. On dit, c'était très amusant d'ailleurs, parce que j'étais à peine arrivé, puis il y a un de mes nouveaux collègues qui me tape sur l'épaule et me dit, tu vas voir, ici c'est beaucoup plus relax parce qu'on n'a rien de toutes ces histoires coloniales, tu vas pouvoir te relaxer puis vraiment faire de l'anthropologie. Et en fait, 6 mois après, un an après, je suis allé le voir, je me dis, tu sais, les collections, elles sont aussi coloniales que partout. Et pourquoi? Parce que les Suisses, mais comme les Tchèques, comme les Polonais, comme les Suédois, comme les Danois, comme tous les Européens, ou comme dans tous les pays d'Europe, il s'est trouvé des citoyens et des citoyennes, plutôt des citoyens, pour s'engager dans divers projets coloniaux. Mais ce qu'on voit ici, comme on voit partout, c'est une tendance à l'essentialisation. Le colonialisme suisse, le colonialisme français, le colonialisme belge. Ce que j'avais essayé pendant 11 ans de faire en Belgique, c'était d'éclater cette perspective. Et on avait d'ailleurs une fois monté un programme européen qui s'appelait Colonial Visual Cultures Compared, et dont l'idée c'était que de développer un réseau de chercheurs et de chercheuses où, a priori, personne ne travaillerait dans son pays d'origine, et aucun partenaire des pays ex-colonisés ne travaillerait dans le pays ex-colonisateur. Pour sortir de cette relation binaire colonisé-colonisateur. Si on prend le rapport Sarr-Savoy, que je n'aime pas du tout, aussi, une de mes critiques, c'est ça, c'est que c'est franco-africain. Alors déjà, il y a un focus sur l'Afrique, c'est comme si le reste de la France, qui reste, comme les États-Unis, le Canada, etc., un pays colonial qui a des colonies un peu partout, il reste uniquement dans ce rapport. Il fait pas de il est incapable il n'a aucune volonté de se placer dans un contexte plus large.
Donc, ce qui s'y traite, ça ne traite que de ce rapport entre la France, et c'est le préambule, ses anciennes colonies, territoires, domaines, etc., etc. Et pour moi, il faut sortir de ça. Et ce que j'espère, c'est que la Suisse ne va pas s'enferrer et qu'on pourra avoir ici des chercheuses et des chercheurs qui vont s'intéresser à autre chose que juste le rapport entre la Suisse et le reste du monde. Surtout, si le but, ou si c'est pas le but, la conséquence, c'est une espèce de flagellement, c'est-à-dire, ah, ben regardez, on a dit qu'on n'était pas colonial, on est meilleur que tout le monde, on lave plus blanc, etc. Et puis, en fait, il y avait des méchants qui ont fait ci, qui ont fait ça, etc. Et c'est pas ça le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est d'appeler un chat, de comprendre les phénomènes, et de comprendre les phénomènes de domination, les phénomènes d'exploitation, les phénomènes d'asservissement, de l'appropriation, la rivalité pour l'appropriation des ressources qu'on appelait des matières premières. Après, on va parler du café, du sucre, etc. Qui est le fait de l'humain, pas d'un Suisse ou d'un Français ou d'un Belge ou d'un autre. Et l'humain est aussi positif, aussi négatif, aussi capable des pires bontés que des pires horreurs et des pires exploitations en Afrique, en Europe et qu'ailleurs. La condition ouvrière au XIXe siècle en Europe, elle n'était pas enviable à celle décolonisée en Afrique. Quand vous travailliez dans un territoire, vous ne possédiez rien, que vous deviez tout à votre exploitant. Voilà. Donc moi j'ai toujours à cœur de dire voilà c'est pas une question de et ça c'est une grande différence voilà d'approche. Enfin il y a là de grandes différences d'approche qui est soit d'essentialiser dans un rapport racial exclusivement ou de voir ça peut-être de manière plus comment dire plus colorblind et en envisageant que voilà, on observe le développement d'un système capitaliste mercantile et où toute forme d'exploitation est possible, mais aussi bien dans les mines du Pays de Galles euh, que de la région de Sambre-et-Meuse en Belgique ou que du Congo. Peu importe, s'ils avaient pu exploiter des gens sur Mars ou sur la Lune, ils l'auraient fait. S'ils avaient pu exploiter les poissons et les dauphins de la même manière, ils l'auraient fait. Moi, ce qui m'intéresse ici à Alimentarium, c'est de reprendre de développer un questionnement sur le futur de l'alimentation mondiale. Donc, comment nourrir 10 milliards de personnes en 2050 Ce sont la projection moyenne de ce qu'on pourrait être sur la planète, sauf pandémie ou cataclysme. Et comment nourrir 10 milliards de personnes de manière saine et durable. De manière saine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 10 milliards de personnes, on est plus de 2 milliards de personnes obèses ou en surpoids, selon les critères de la médecine. Et on est plus de 1 milliard de personnes qui sont sous-alimentées ou mal alimentées. C'est-à-dire que les enfants ne grandissent pas, n'atteignent pas leur grandeur normale ou meurent de mort périnatale parce qu'ils n'ont pas assez d'alimentation, ou des gens meurent de faim. Donc, sur 8 milliards de personnes. Donc, c'est presque la moitié. Et la majorité des maladies non transmissibles sont dues à une mauvaise alimentation. Du diabète, toutes les maladies cardiovasculaires, la haute tension artérielle, etc. Et en plus de ça, la production alimentaire, dans toute sa chaîne, est le principal est la principale source de pollution de la planète. Ben, on a mangé. Alors, comment faire pour avoir imaginé une alimentation saine pour la planète et une production qui soit respectueuse des services écosystémiques, qui les préserve, voire les restaure. Et dans ce processus, donc moi je remonte un peu dans le temps, je dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on mange? On mange un nombre extrêmement limité d'êtres vivants par rapport aux millions d'espèces. On mange quelques espèces de végétaux et quelques très rares espèces d'animaux.
Et en fait, ça, c'est le résultat de millénaires de relations interespèces, depuis néolithique, des humains avec les plantes, des humains avec les animaux. Une sélection qui après a permis une diversification. Il y a plus de variétés de haricots qu'il y a de variétés de aucune espèce naturelle, entre guillemets. Donc cette relation entre l'humain et le non-humain, il a permis une extrême diversité. Et ça s'est très bien passé pendant des millénaires jusqu'à la révolution industrielle et l'industrialisation de la production alimentaire, qui coïncide avec le colonialisme. Quels sont les liens entre le colonialisme et les grands changements de l'alimentation? Ben, il se fait que si vous regardez ce qu'on mange en termes de végétaux, un petit peu d'animaux, mais surtout de végétaux, la majorité de ce qu'on mange en termes de volume, de diversité, oui, et en termes de volume, très certainement, la majorité de ce qu'on mange sont des produits d'origine tropicale. Donc, que ce soit les tomates, les haricots, le maïs, les bananes, etc., etc. On a une diversité d'aliments qui viennent du fait que, à partir du XVe siècle, il y a toutes sortes de voyages au début d'exploration qui deviennent après des voyages de colonisation et durant lesquels on va, du point de vue de l'Europe, connaître une diversité d'aliments qu'on va importer, qu'on va acclimater et puis qu'on va commencer à produire, comme les patates aussi, que j'oubliais. Les patates, c'est 8000 ans qu'on les développe, on les sélectionne dans les Andes. Et pourquoi on les développe? Parce que c'est des aliments, même si on n'a pas la connaissance fine de la, comment dire, on ne pouvait pas en analyser les vertus nutritives. On a des aliments qui, dans leur culture, offrent un rendement calorique qui est très nettement supérieur à ce qu'on faisait. Donc, cultiver des patates à l'hectare, ben, vous avez un rendement calorique qui est bien plus élevé que le blé ou l'orge ou le sarrasin qu'on cultivait à l'époque. Et donc, c'est une des choses qui a contribué à l'explosion démographique de l'Europe, qui a fourni des centaines de milliers de personnes qui sont devenues des volontaires à la colonisation pour aller en Afrique, en Amérique, etc., etc. Donc, il y a un lien direct entre un enrichissement de l'alimentation en direct avec des nouveaux aliments. Alors, ça se fait pas tout de suite, hein, ça met 3-4 siècles, mais entre le 15e et le 19e. Et en même temps qu'on va développer des cultures qui vont nous permettre de nourrir les animaux. Bah, jusque-là, jusqu'au 16e, 17e, sauf erreur, ça n'existait pas. Donc les vaches, elles mangeaient l'herbe, les poulets, ils couraient après les mouches. Et à un certain moment, on va produire du grain en telle quantité qu'on va pouvoir commencer à nourrir les animaux. Et l'extrême aujourd'hui, c'est que on rase la forêt amazonienne pour faire du soja qu'on va envoyer en Europe pour donner à nos vaches qu'on va bouffer en steak sur le barbecue. Caricature un peu. Et c'est un gros moteur du colonialisme. Et puis l'autre, qui est, je parlais du moteur, qui est le fuel, le carburant, c'est le sucre. Alors, apparemment, l'humanité, elle a très bien vécu pendant, je sais pas combien de millions d'années sans avoir de sucre ajouté. Alors, il y a bien du miel et peut-être des figues bien sucrées, mais il n'y avait pas de sucre ajouté. Et alors, la canne à sucre existait, je pense qu'elle vient d'Inde, pas des Amériques, et donc il y a bien des gens qui devaient faire du jus de canne à sucre ou des choses comme ça. Je ne sais pas qui invente le sucre, on se met à raffiner du sucre, et ça, c'était le carburant de la colonisation du Brésil, puis des Antilles, etc. Faire du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. Et comme vous savez, aujourd'hui, c'est une addiction mondiale. C'est une addiction qui touche, et ça nous intéresse, toutes les populations minoritaires et autochtones notamment. En Australie, si je me trompe pas, j'ai entendu que la majorité des aborigènes adultes sont diabétiques.
En Amazonie, je sais que c'est un des premiers dangers, etc. Le sucre ajouté n'a aucune valeur nutritionnelle, c'est juste des calories pures, et il y a tous les dangers, toutes les maladies qui sont associées. Et ça commence il y a 5 siècles avec la colonisation, et c'est voilà, un vrai fuel. C'est comme c'est de l'essence super qui va faire tourner ce machin. Et on va mettre dans quoi ce sucre? On va mettre ça dans 3 boissons qui ne nous servent à rien d'un point de vue nutritionnel, qui sont le café, le thé et le chocolat. Donc aussi d'origine coloniale, l'Extrême-Orient, le cacao des Amériques et le café qui vient, si je me trompe pas, plutôt de l'Arabie, puis qu'après qu'on va cultiver aussi de l'autre côté de l'Atlantique. D'un point de vue nutritionnel, y a rien. Je veux dire, c'est juste de l'eau noire. Mais c'est comme si c'était le support pour avoir du sucre, du café, du thé et du chocolat et du sucre. Donc, des choses qui ne servent rigoureusement à rien. Je suis sûr que si on fait une petite recherche là, sur le net, on regarde les plus gros volumes d'exportation de nourriture et les plus grosses valeurs ajoutées de nourriture, le plus gros bénéfice en termes de volume de nourriture, on aura la banane, qui est toujours le numéro 1 quand vous choisissez les fruits au supermarché, et depuis toujours, parce que c'est le plus gros volume de fruits, la plus grosse masse de fruits vendus sur la planète. Et puis le café, le thé, le cacao et le sucre. Et tout ça, ça a vraiment une origine coloniale. Et alors là, ça revient à la Suisse, oui, on peut remettre ça dans un contexte suisse, mais la Suisse n'est qu'une grand-mère aurait dit une crotte de mouche dans l'histoire de l'humanité, de ce commerce. Un des enjeux était aussi de montrer l'aspect tout à fait international et lié aux capitaux internationaux. J'y pense parce qu'on parle du café, du sucre, etc. Bien sûr, des États ont pu bénéficier des mannes d'un certain commerce, mais ce commerce, depuis le 19e siècle, il est complètement indépendant et bien plus agile que les États. Donc, vous avez certainement entendu parler de l'État indépendant du Congo, qui était avant le Congo belge, etc. L'État indépendant du Congo, pourquoi? Parce que c'était le résultat d'une entreprise internationale, où les actionnaires étaient français, les actionnaires étaient allemands, les actionnaires étaient américains, étaient anglais, et un peu belges aussi. Non, un roi. Les grands juristes étaient genevois. Il y a des ingénieurs scandinaves. Donc, on était vraiment sur des entreprises internationales. Et aujourd'hui, si vous allez chercher qui produit les cacaos, qui exploite les mines, etc., vous trouverez la même chose. Donc, les grandes mines, entre guillemets, brésiliennes, australiennes, anglaises et autres, elles ont leur siège en Suisse, etc. Donc, il y a cette globalisation de l'industrie extractiviste et dominant et colonial, il est international et il est d'un point de vue historique, pas tant le fait des États et certainement pas le fait des peuples, mais bien celui de l'industrie et du commerce. Et ça, pour moi, c'est important. Et j'ai pas encore trouvé le bon moyen de le faire passer parce que c'est toujours plus les gens aiment se projeter. Je dis les gens dans une expo, dans un texte, de manière générale, se projettent. Et donc, si je fais ce préambule, c'est parce que si on parle du chocolat, et on parlait de la Suisse, de la colonisation, je vais dire oui, les gens vont dire oui, mais on a aussi participé aux colonies, mais on n'a rien du tout. Je dis, bon, d'abord, j'étais ni en Suisse, j'avais pas un chapeau de colonial, je suis né après les colonisations, donc on n'a rien du tout. Il y a cette illusion de la continuité que parce que vous êtes là et que vous avez une telle complexion, vous êtes responsable ou en lien, vous êtes assimilé avec ce que d'autres personnes ont fait il y a un siècle, ou 2 siècles, ou 3, ou 4, ou 5 siècles, alors qu'il n'y a aucun lien historique qui soit prouvé. Et de toute façon, à ce train-là, ce sera un peu difficile de démontrer tous les liens. Et pour moi, encore une fois, ça va de pair avec cette essentialisation en fait
dans la réflexion sur les situations coloniales, de mon point de vue, où c'est plus facile pour les gens de se projeter et dès lors de se trouver dans un camp qui va d'office s'opposer à un autre. Nous avons fait ceci autrefois, nous les Suisses, alors que eux, les Africains, ceci. Et on retombe dans un dualisme. Et de l'autre côté, vous aurez des gens qui, pour des raisons de physiologie, vont dire ah oui, nous c'est vrai, nous avons été les victimes, alors que cette personne n'est pas plus victime que vous et moi n'étions des bourreaux dans cette situation. Mais il y a une forte tendance à se projeter et puis prendre part. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire en fait, ouais, vous pouvez jouer ce rôle-là, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer comment certaines forces, et notamment essentiellement les forces de l'économie, sont capables de mettre en œuvre à peu près n'importe quoi pour exploiter des populations, leur environnement et en tirer un bénéfice. Et là, après, si on regarde, on voit que ça n'a pas beaucoup changé. Et quelque part, c'est indépendant de, voilà, c'est pas, on n'est plus dans un binaire à opposer des Européens et des Africains, puisque dans ce processus, on aura des représentants d'à peu près tous alors je vais dire les peuples, c'est pas des peuples, on aura des gens qui viennent qui viennent de partout. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de cultiver l'ouverture, l'ouverture et le respect. Et mon souhait, c'est d'essayer de trouver des moyens d'être moins dans les binaires. Non, je suis pour ou contre, je suis d'un côté ou de l'autre. On vit trop dans un monde de noir et blanc, de binaire. Et je trouve ça un peu paradoxal. Alors, c'est tout à fait logique parce qu'on est dans un monde numérique. Voilà, des choses extrêmement binaires, de plus en plus de réduction en fait alors que ce qu'on veut appeler nos voeux, c'est un monde de la nuance, de la diversité, de la complexité, des systèmes qui sont pas binaires, mais où il y a toutes sortes de points, des systèmes qui sont pas nécessairement linéaires, mais où on a des cassures, on a des ruptures, et qui sont probablement plus belles et plus agréables dès lors que le respect est là, le respect, la non-violence, l'écoute. On doit pouvoir se permettre de la nuance dans les points de vue, dans les regards. On vit dans un monde aussi, quand on parle d'affaires culturelles et sensibles, où on est sous le feu des médias qui consacrent 10, 15, 20 secondes maximum à un sujet. Il faut trancher, c'est bon, c'est pas bon, il est pas bon, il faut le flinguer ou pas. Il faut retrouver le temps du débat, il faut trouver le temps de réfléchir. Et les musées sont une bonne chose pour ça, aussi bien pour les visiteurs qui peuvent aller se perdre et puis s'installer dans les expositions pendant le temps qu'ils veulent, et puis nous, dans les collections, être plus dans les collections. Et pour les musées, donc toujours travailler cette ouverture, recevoir, ne jamais dire